Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue donc pour ce petit webinaire sur la déclaration des revenus 2022. Donc cette intervention durera entre 30 et 45 minutes et puis vous aurez l'occasion également de poser des questions par le chat qui se trouve à côté de l'écran. Un petit mot pour vous dire au départ, donc cette intervention a été organisée grâce à Valority Partners. Donc, pour ceux qui connaissent déjà, pas de présentation. Pour ceux qui ne connaissent pas Valority Partners, en quelques mots, c'est votre partenaire dans le domaine de l'immobilier. Valority Partners, aujourd'hui, vous permet en fait d'accéder à une offre immobilière. Alors, pour tous les investisseurs et tous les partenaires qui travaillent sur l'immobilier locatif, vous savez que Valority Partners va travailler à la fois sur l'immobilier neuf, résidentiel, donc dans le cadre des investissements classiques, sur l'immobilier neuf également dans le cadre des résidences étudiantes et sur toute l'offre immobilière dans l'ancien, notamment au travers des investissements Malraux, monuments historiques, déficit foncier. Voilà, je toucherai également un mot de Place to Learn à la fin de cette intervention qui est en partenariat donc, avec Valority Partners. Donc, cette intervention va s'articuler autour de 4 points. Un premier point qui va concerner donc, un rappel sur la loi de finances et la loi de finances de la sécurité sociale 2023, puisque vous savez tous que les lois fiscales en France évoluent énormément et que chaque année, en fait, sur notre déclaration de revenus, nous voyons évoluer le formulaire d'impôt.gouv.fr. Un sujet particulier qui concerne les déclarations immobilières. Donc, on va faire un petit laïus aussi sur la déclaration immobilière, parce que c'est une nouveauté cette année. Pour différentes raisons, on va les aborder. Ensuite, troisième point, un rappel sur les points importants du site impôt.gouv.fr et puis quelques éléments également de rappel sur le prélèvement à la source, puisque vous savez que nous pouvons aujourd'hui travailler sur le site et modifier beaucoup plus rapidement en fait, les informations grâce justement au site impôt.gouv pour moduler plus facilement son imposition et notamment son prélèvement à la source ou les acomptes qui sont à verser à l'administration fiscale. Et puis le quatrième point va concerner quelques exemples sur la déclaration des investissements locatifs et en particulier on prendra quelques petites minutes pour faire un exemple sur la déclaration des revenus fonciers. Beaucoup d'investissements locatifs sont effectivement dans le cadre des revenus fonciers, un certain nombre dans les BIC, mais plus généralement, on remplit une déclaration de revenus fonciers 2044. Alors commençons d'abord le premier point qui concerne donc un rappel sur la loi de finances et la loi de finances de la sécurité sociale 2023. Quelques points rapides que l'on va retrouver donc bien sûr sur le calcul de l'impôt sur le revenu de cette année pour vos investisseurs. La première des choses, donc, on va reparler de l'impôt sur le revenu, quelques mesures sur l'immobilier. Donc, nous avons la chance d'avoir une fiscalité extrêmement complexe en France, ce qui fait qu'on n'aura pas l'opportunité d'aborder l'ensemble des sujets. Donc, on l'a pris plus sur le prisme de l'immobilier, sur quelques points. Donc, on abordera également les éléments sur la loi de finances concernant l'immobilier et puis quelques petites conséquences des lois de finances précédentes également pour 2023 pour les investisseurs, les particuliers. Première chose, donc, pour vous rappeler, vous avez deux possibilités pour déclarer vos revenus, soit une déclaration simplifiée, soit une déclaration classique. La déclaration simplifiée ne concerne forcément pas tout le monde, mais une partie non négligeable de la population française, lorsqu'il s'agit en fait de contribuables qui ont des revenus principalement de salaire ou de retraite, pour des personnes qui n'ont pas notamment de loi d'investissement ou de placement spécifique. Si on reste sur des placements bancaires classiques, si nous restons sur des revenus professionnels type salaire, type retraite, il n'y a pas de déclaration complète à effectuer, donc la simplifiée peut suffire. Simplement, l'administration fiscale vous demande de vérifier les informations qui ont été enregistrées sous cette déclaration. Donc, beaucoup moins du coup de formulaires à vérifier. Donc, l'échéancier, pour vous le rappeler également, cet échéancier, donc nous sommes en cours de déclaration, ça a commencé au mois d'avril, et en fonction, vous le savez, des numéros de département,
dont dépendent les contribuables, eh bien, on a une date de fin de dépôt des déclarations, soit au 23 mai, soit au 30 mai, soit au 7 juin, en fonction effectivement des numéros de département. Donc les prochains, ce sera le 23 mai pour tous les départements jusqu'au 19, donc ça se rapproche d'ici environ une semaine. Alors, quelques éléments sur l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu, il y a eu une constatation d'une inflation élevée cette année. Donc, le barème d'imposition et l'ensemble des critères qui permettent le calcul de l'impôt sur le revenu ont été indexés à 5,4% cette année. Et on verra notamment sur les éléments du quotient familial, au même titre que les enfants notamment rattachés, les demi-parts fiscales, qui, elles, profitent également d'un abattement qui a été indexé à 5,4%. Donc le barème d'imposition plus 5,4%, ce qui veut dire que si j'ai le même revenu que l'année précédente, eh bien j'aurai une taxation qui va diminuer. Si mon revenu a progressé de 5,4%, j'aurai la même taxation que l'année précédente. Donc là, vous avez sous les yeux, en rappel, le barème d'imposition pour une personne seule, une part fiscale. En couple, on le multiplie par 2. Et ensuite, nous avons les demi-parts fiscales et les parts fiscales qui sont, elles, plafonnées. Et en quelques mots, si on reprend les plafonds, donc pour vous rappeler, vous avez les plafonds donc, qui ont été indexés notamment pour les enfants. Donc, une demi-part fiscale est plafonnée à 1 678 €, alors que c'était de 1 592 € l'année précédente. Voilà. Et puis, nous avons d'autres parts, notamment pour invalidité. Le plafond a également monté. Et d'autres possibilités comme le plafond des demi-parts concernant les personnes qui sont veuves, pour veuvage, donc qui sont montées à 1 868 €. Deuxième sujet qui concernait les décotes. Vous savez que pour les taxations des petits revenus, l'État a instauré il y a quelques années une décote, au même titre que les autres barèmes, le barème de décote a été revalorisé. Un point supplémentaire qui concerne en fait le taux de prélèvement, les années précédentes en fait, pour pouvoir moduler son prélèvement à la source, j'avais besoin d'avoir une modification d'un revenu de plus de 10%, soit à la hausse, soit à la baisse, plutôt à la baisse d'ailleurs. Et aujourd'hui, la tolérance est descendue à 5% pour permettre à plus de contribuables de pouvoir modifier leur taux de taxation plus rapidement, et notamment pour compenser les effets de l'inflation. Donc, on permet aux contribuables de réagir plus vite, de pouvoir adapter plus rapidement son impôt sur le revenu. Quelques petits points sur l'immobilier. Donc, vous savez que nous sommes en cours de discussion en France sur certaines choses, notamment le statut du bailleur privé. Pour autant, il existe des dispositifs. Un des dispositifs fiscaux qui est particulièrement plébiscité par les parlementaires concerne la loi Malraux, a priori qui devrait subsister encore quelques années. Eh bien, il y a eu une prorogation au niveau de la loi Malraux de dispositifs sur certains quartiers, notamment les quartiers anciens dégradés, qui ont la capacité à fournir des investissements Malraux, et ce jusqu'au 31 décembre maintenant 2023. Ce sont des dispositifs sur les secteurs Malraux qui avaient été déjà prorogés. Pour l'ensemble des autres dispositifs, en dehors de ces CAD et les nouveaux programmes nationaux de renouvellement urbain, il n'y a pas de durée de fin du dispositif. Petit point important qui va vous concerner aussi, puisqu'on va parler rapidement, mais on va parler de la déclaration des biens immobiliers. Eh bien, vous savez que l'État, aujourd'hui, recense un certain nombre d'éléments, donc, et notamment les logements vacants, avec une augmentation de la taxation sur les logements vacants. Donc, l'État veut lutter de plus en plus, notamment sur certaines communes où beaucoup de logements sont inoccupés. Et la taxation augmente, donc elle était de 12,5% et de 25% comptée de la deuxième année par rapport aux valeurs locatives initiales. Eh bien, elle passe à 17% pour la première année, 34% pour la deuxième année. Donc, la déclaration des biens immobiliers va contribuer effectivement à bien identifier les logements considérés comme vacants pour mieux collecter l'impôt. Autre sujet important, eh bien, c'est aussi dans le cadre des investissements et des propriétés immobilières. Vous savez que les valeurs locatives sur les biens immobiliers
ont été réactualisés il y a de nombreuses années sur certaines communes, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les impôts locaux sur certains biens ne sont pas en adéquation avec leur taille réelle ou avec leur valeur locative. Donc, un des éléments intéressants de la déclaration des biens immobiliers, c'est de recenser l'ensemble des biens et d'identifier les valeurs locatives. En tous les cas, l'État se donne 2 ans de plus aujourd'hui pour réviser les valeurs locatives des biens, puisque les valeurs locatives, notamment, permettent de calculer la taxe d'habitation et potentiellement d'autres taxes comme la taxe foncière. Autres petits éléments également, alors ça c'est pour le crédit d'impôt. C'est pour le crédit d'impôt. Donc aujourd'hui, il y a un crédit d'impôt qui concerne les salariés, vous savez, à domicile. Et il faut savoir que la nature des services va être réactualisée par l'administration fiscale, considérant que le crédit d'impôt pour emploi à domicile aujourd'hui est un petit peu exagéré sur certains types d'interventions et d'activités. Autre petit sujet, les frais de garde à domicile. Donc, on va donner la possibilité, et on donne la possibilité aujourd'hui aux personnes qui ont des enfants en bas âge et qui se font garder d'augmenter le plafond de réduction d'impôt qui est monté à 3 500 € au lieu de 2 300 €. Donc, on a droit à 50% de réduction d'impôt sur cette somme-là. Voilà pour les points. Et rapidement sur les conséquences que l'on a concernant les dispositifs Bouvard-Sancy. Donc, qui sont terminés l'année dernière. Vous savez, la mise en application dès cette année, et là, ça concerne les lois de finances précédentes, Pinel et Pinel+, ils sont mis donc en application depuis le 1er janvier 2023. Quelques éléments pour vos investisseurs, les organismes de gestion agréés qui aujourd'hui ne sont plus obligatoires pour pouvoir bénéficier de la réduction d'impôt. Et l'autre élément, alors on a la réduction d'impôt qui reste bien évidemment accessible aux particuliers. Il n'y a plus de majoration des bénéfices à partir donc de cette année. Donc tout BIC, tout BNC qui fait une déclaration n'a plus la nécessité d'avoir un organisme de gestion agréé pour pouvoir bénéficier en fait d'une fiscalité uniquement sur les revenus déclarés. Auparavant, la majoration pouvait être pénalisante pour certains investisseurs, certains contribuables. Dernière petite chose, la taxation sur la résidence principale. Eh bien, vous le savez, à partir de cette année, l'ensemble des investisseurs pourront, quand on parle des investisseurs, des propriétaires de résidence principale, n'auront plus de taxe d'habitation à payer. Elle était auparavant sous obligation de revenus. Voilà pour les éléments en rappel de la déclaration des revenus. Alors, on a juste un petit souci, a priori, on ne peut pas de caméra, donc je vous laisse directement sur le PowerPoint. Je pense que le réseau sera rétabli rapidement pour pouvoir rééchanger ensemble directement. Alors, la déclaration immobilière, pour ceux et celles qui l'ont déjà faite, ils se sont familiarisés avec. Pour d'autres, écoutez, reprenons un petit exercice de déclaration. Donc, une chose importante, quand vous faites une déclaration, il est important, on va regarder, d'obtenir un certain nombre d'informations. Donc, les informations que l'on doit obtenir, c'est bien sûr l'adresse du logement. Ça, elle est fournie directement par l'administration fiscale. On doit donc indiquer à l'administration fiscale le nom du locataire au 1er janvier de l'année, avec en information sa date de naissance, la durée du bail, notamment la date d'entrée, et puis le montant du loyer. Et dernière question qui peut être posée, est-ce que ce bien est sous plafond loyer ou non? Donc, si vous utilisez un professionnel de gestion, il doit vous communiquer ces informations. Si vous êtes particulier, que vous devez le faire seul, c'est à vous de récolter ces éléments qui sont de toute façon dans le bail que vous avez signé avec votre locataire. Donc, on va prendre l'exemple d'un investissement sous bien immobilier. Alors, un investissement sous bien immobilier, donc on va retrouver sur impôt.gouv.fr lorsque l'on va donc dans notre espace personnel. J'ai plusieurs rubriques, tableau de bord, prélèvement à la source, paiement, documents, biens immobiliers, déclaration. Donc, c'est cette rubrique biens immobiliers sous laquelle je vais déclarer donc mon bien et l'occupant, et en tous les cas l'affectation de cette occupation, qui intéresse fortement l'administration fiscale. On considérait que je suis propriétaire d'un bien à Marseille,
on peut observer une chose, c'est qu'il y a dans mon carré immobilier un petit logo, enfin un petit encart au-dessus qui m'indique déclarer l'occupation et déclaration d'occupation et de loyer attendu. Donc lorsque la déclaration est terminée, cet encart disparaît. Donc je vais donc cliquer sur déclaration d'occupation. Nous avons potentiellement déjà le locataire déclaré. S'il ne l'est pas, ben, on le fera. Donc, je vais commencer ma déclaration. Déclaration à effectuer, on va d'abord me demander si la nature de l'occupation a évolué ou pas. Alors, la nature de l'occupation, si mon bien était loué et que je l'habite ou inversement, nous changeons la nature d'occupation. Dans ce cas-là, il faudrait mettre oui. Autrement, il n'y a pas de souci. Si le bien est loué, par exemple, eh bien, nous allons mettre non s'il y a une continuité de location. Deuxième point, lorsque on a mis non, donc bien repréciser le mode d'occupation. Donc, est-ce que c'est une occupation à titre personnel en résidence principale ou secondaire? Est-ce que c'est un bien vacant? Est-ce que c'est un bien occupatif gratuit ou loué? Donc, prenons par exemple le cas d'un bien qui est loué, ben, je vais cocher loué. Puis, lorsque l'on va regarder dans le type de location, vous avez des locations nues, meublées, des investissements qui peuvent se faire sous logement social, la location, vous savez, 1948 pour les très vieux baux, et puis les locations saisonnières, usage d'habitation, et à usage professionnel. Donc ça, c'est un moyen pour l'administration fiscale de bien recenser l'ensemble des affectations possibles. En découleront certainement des modifications dans l'avenir, peut-être de la fiscalité ou l'accès à certains types d'investissements, par exemple comme la location saisonnière ou la location meublée. Donc, dans la mesure où j'ai identifié, prenons par exemple une location vide ou une location meublée, on va prendre vide par exemple, et on va y retrouver le nom de l'occupant. Donc, le nom de l'occupant, si c'est bien celui-ci, il n'y a pas de souci. Si mon locataire a changé, ben, je vais modifier, donc je vais effacer l'occupant et je vais ajouter un nouvel occupant. Si c'est bien celui-ci, avec la bonne date de naissance, je ferai suivant. Ensuite, je dois indiquer le loyer à déclarer hors charge et ensuite si mon bien est sous plafond de loyer ou non. Voilà. Dernier petit truc important sous cette déclaration, vous avez remarqué que les biens immobiliers, en fait, peuvent apparaître sous une référence, un parking sous une autre référence, par exemple un garage sous une autre référence, je peux retrouver également une cave. L'objet, lorsque tous les biens sont rattachés à l'appartement, on a la possibilité de fusionner les surfaces qui sont annexes au bien immobilier lui-même. Par exemple, imaginons un stationnement avec un logement. Donc, je suis en train de faire ma déclaration du logement. Il y avait un stationnement en plus. Comment je fais pour fusionner? Ben, tout simplement, quand j'en suis à cette étape-ci, je vais cocher la case parking, je vais appuyer sur la flèche et donc, ça va me permettre de fusionner et de mettre mon bien immobilier avec le stationnement qui est affecté au bien immobilier. Alors, juste une petite précision sur ces biens-là, si effectivement j'avais fait un investissement type loi, par exemple Pinel, des investissements où nous avons à différencier le logement du stationnement, avec des baux séparés, dans ce cadre-là, je ne fusionnerai pas le bien, mais je garderai bien une déclaration de mon appartement d'un côté et du logement de l'autre. Voilà, donc pour ces éléments-là, une fois qu'on a terminé, on y retrouve notre synthèse, nous allons valider et transmettre. Et donc, une fois la déclaration terminée, ben, je n'ai plus rien à faire. Donc ça peut prendre, en général, c'est extrêmement rapide, ça va prendre 2 minutes. Il y a quelques cas particuliers, notamment les résidences-services, lorsque par exemple vous avez un bien qui est exploité par un professionnel et votre locataire étant à ce moment-là un professionnel, on peut prendre par exemple dans le domaine étudiant, j'ai un locataire qui est un exploitant, 2 possibilités. Soit vous avez eu le nom de l'occupant par votre exploitant, donc l'exploitant a pu envoyer au propriétaire le nom de l'occupant du logement. Dans ce cas-là, il peut indiquer l'occupant du logement. Si jamais l'exploitant, qui est votre locataire légal, ne donne pas le nom de son locataire à lui, qui est un sous-locataire, dans ce cas-là, ben, vous mettrez les coordonnées simplement de l'exploitant. Voilà pour les précisions et pour les éléments sur notre déclaration des biens immobiliers.
Ça va un petit peu vite, mais allez, deuxième sujet qui va nous intéresser, donc un petit rappel sur impôt.gouv.fr et sur le prélèvement à la source. Donc, vous savez que sur impôt.gouv, on a un certain nombre aujourd'hui de rubriques qui sont intéressantes. Donc, j'ai un tableau de bord, par exemple, le tableau de bord qui m'indique les documents les plus récemment consultés. Je vais y trouver l'ensemble des documents aussi, ça c'est très intéressant, qui me permettent d'aller rechercher par exemple une taxe foncière ou une déclaration de revenus, l'état de mes paiements, et puis on a l'encart bien sûr que l'on voit en haut, déclarer, pour déclarer son impôt sur le revenu. Donc juste en rappel sur le prélèvement à la source pour vous, donc vous avez toujours le taux d'imposition, le prélèvement à la source qui est indiqué, au même titre que si vous êtes assujetti à des acomptes, des acomptes. Un rappel entre le prélèvement à la source et les acomptes. Vous savez que le prélèvement à la source va concerner les revenus de personnes salariées ou retraitées, et les acomptes vont concerner plutôt les indépendants ou des personnes qui sont propriétaires de biens immobiliers et qui ont à payer en fait en imposition des impôts sur les revenus fonciers. Là aussi, on est sur un système d'acompte. Donc l'acompte, qu'est-ce que c'est? C'est une somme que je vais verser directement à l'administration fiscale. Je suis en lien direct avec l'administration fiscale et je vais donc piloter mes paiements avec l'administration fiscale. Le prélèvement à la source, c'est un tiers qui collecte mon impôt à la source et qui reverse à l'administration fiscale mon imposition. Donc, on a toute possibilité, bien sûr, d'agir à l'impôt du prélèvement à la source. Vous savez que ça, c'est une chose. Donc, on a changé. Aujourd'hui, nous payons l'impôt directement à la source pour les revenus de l'année. Seulement, on a toujours le même principe, c'est que le taux d'imposition ne peut pas être calculé sur le revenu de l'année. On ne le connaît pas encore. On le connaîtra que l'année prochaine. Et donc, il est toujours basé sur les revenus et les taxations des revenus des années précédentes. Donc, j'ai dans ce cadre-là la possibilité aujourd'hui de me dire j'ai beaucoup plus de revenus, donc je vais modifier mon prélèvement à la source. En tous les cas, je vais aller faire une déclaration de modification de revenus aujourd'hui pour adapter tout de suite mon prélèvement à la source pour éviter d'avoir trop d'impôts à payer en fin d'année. Ou alors, l'inverse, j'ai beaucoup moins de revenus, donc je vais demander, effectivement, je vais déclarer des revenus beaucoup plus faibles. L'administration fiscale va recalculer le prélèvement à la source et va diminuer de manière à ce que je n'ai pas trop payé pour avoir un trop plein perçu à récupérer en fin d'année. Autre petit sujet en rappel pour vous, c'est la possibilité, vous savez, pour les couples mariés ou les PACS, quand on fait une déclaration commune, soit on a un taux pour le couple, soit on peut opter à un taux individualisé, c'est-à-dire que j'ai un couple avec une personne qui a un revenu plus élevé que l'autre, possibilité de laisser un taux plus élevé pour le revenu plus élevé et plus bas pour le revenu le plus bas, ou alors, si je ne veux pas que ce taux soit connu par mon employeur, de passer par un taux de prélèvement neutre. Dans ce cadre-là, voilà, j'aurai une taxation qui sera faite sur le principe d'un barème d'un célibataire, et le trop payé sera restitué par l'administration fiscale directement aux contribuables, ou alors le fait que la taxation soit plus élevée que ce qui était prévu pour le célibataire, j'aurai à reverser directement à l'administration fiscale le manque d'impôts payés. Voilà. Donc, cette possibilité de signaler des changements, on peut le faire. Je peux aussi me marier, je peux avoir un enfant plus, en moins. Donc, en tous les cas, vous savez qu'aujourd'hui, sur le site impôt.gouv, on a toute possibilité de modifier notre situation personnelle et d'actualiser nos revenus, ce dont je vous parlais, sur un formulaire qui est simplifié, que vous voyez à l'écran, qui montre ici, en fait, ça c'est le changement éventuel de situation personnelle, et puis ici, la possibilité de modifier mes revenus. Ou, et on peut le voir en bas, la possibilité aussi, si vous ne retrouvez pas la rubrique qui vous intéresse, d'aller chercher la rubrique au travers du numéro qu'on peut vous donner, pour aller rajouter un impôt, un revenu, ou une déduction ou un crédit d'impôt, quelque chose qui peut vous aider à modifier vos revenus. J'ai également cette même possibilité en dehors des salariés, ça concerne les salariés pour le prélèvement à la source, la possibilité également en tant qu'indépendant ou
en tant que propriétaire de biens en revenus fonciers qui sont gérés par des acomptes, de modifier également mes acomptes. Là, c'est un exemple ici que vous avez sur les acomptes que l'on peut avoir à payer par mois. Il y a deux taxations quand j'ai un bénéfice foncier. Une taxation qui est à la TMI, au taux marginal d'imposition, et puis une taxation aux contributions sociales. Vous savez qu'on a deux impôts en France, un impôt sur le revenu qui part dans les au budget de l'État et un impôt sur la sécurité sociale qui va financer la sécurité sociale. Et donc, possibilité d'augmenter mes acomptes, de les diminuer, voire de les supprimer. Si, par exemple, aujourd'hui, on me prélève un impôt sur des revenus, alors que finalement, j'avais déclaré des revenus fonciers, je sais pas, 5 000 € il y a 2 ans, et l'année dernière ou en fin d'année, j'ai fait des travaux ou j'ai fait un investissement locatif qui m'a neutralisé ces bénéfices. Dans ce cas-là, je supprimerai dès cette année mon impôt concernant les acomptes pour éviter de payer de l'impôt que je n'ai pas payé. Et puis, toujours possibilité de créer d'autres revenus. Je vais créer un acompte ici, et la possibilité, par exemple, j'ai de nouveaux revenus, j'ai rajouté une activité à mon activité classique, je ne sais pas, auto-entrepreneur, quelque chose, j'ai la possibilité de rajouter, si je suis à l'impôt sur le revenu, bien sûr, j'ai la possibilité de rajouter une autre nature de revenus. Voilà. Dernier petit point sur l'impôt.gouv, les documents, c'est très bien fait aujourd'hui. Alors, vos documents sont normalement gardés 10 ans, puisque l'administration fiscale, quand il y a des contrôles qui peuvent être faits, c'est soit 3 ans l'impôt sur le revenu, soit sous certaines conditions, c'est 10 ans. Et donc, nous avons l'obligation de conserver tous nos documents au moins 10 ans. Nous pouvons avoir la chance de les retrouver ici. Donc, quand j'ai à faire une déclaration de revenus, c'est très pratique puisque, par exemple, les taxes foncières, quand je fais un investissement locatif, je n'ai pas toujours en mémoire les taxes foncières de mes biens immobiliers, je peux aller sur l'année d'avant, récupérer l'ensemble de mes taxes foncières et de reporter ce montant sur ma déclaration de revenus fonciers. Voilà pour ces biens-là. Un petit rappel aussi pour vous, vous avez une application pour tous les smartphones qui est particulièrement pratique puisqu'elle vous permet de retrouver les fonctions principales d'impôt.gouv et notamment quand j'ai besoin de récupérer des informations sur mes documents, je peux retrouver l'ensemble de mes documents, dont je vous parlais de taxes foncières ou ma déclaration de revenus fonciers, je ne sais plus ce que j'ai mis dessus, ou mon avis d'imposition de l'année d'avant ou de 2 ans avant. Eh bien, ici, je vais retrouver l'ensemble de ces documents. Je peux identifier, voir, quand je vais cliquer sur mon prélèvement à la source, je vais y retrouver également un taux d'imposition, par exemple. Je suis à 2, seul. Donc, c'est très, très pratique. Donc, on ne peut que vous conseiller de télécharger cette application. Voilà, en tous les cas, pour les points sur impôt.gouv. Et puis, un petit point que l'on va pouvoir faire maintenant, donc, c'est la déclaration de revenus sur les investissements locatifs. Alors, quelques points généraux, parce que c'est vrai que c'est à la fois simple, les déclarations de revenus aujourd'hui avec impôt.gouv, mais en même temps, il y a des petites cases et il faut éviter de rater certaines choses. Eh bien, vous savez que la déclaration de revenus correspond à une déclaration, en fait, la déclaration des revenus est la synthèse de l'ensemble de mes revenus de l'année. Et je peux avoir un certain nombre d'éléments autour de ma déclaration de revenus à greffer cette déclaration. Donc, je vous ai mis les principaux, on avait l'ISF, on a l'IFI maintenant. Pour les investissements locatifs, on va retrouver pour l'essentiel, lorsqu'il s'agit de revenus fonciers, soit une déclaration en direct, alors ça peut être une déclaration par SCI, là c'est la déclaration 2072. Quand j'ai des biens locatifs, eh bien en revenus fonciers, soit j'opte au micro foncier et dans ce cas-là, je n'ai pas de formulaire à remplir, soit j'ai une déclaration à effectuer sur les revenus fonciers au réel et dans ce cadre-là, j'aurai à remplir la déclaration 2044 ou la déclaration 2044 spéciale pour les revenus fonciers. Petit rappel, entre 2044 et 2044 spécial, 2044 concerne les investissements entre guillemets classiques, qui intègrent y compris la loi Pinel. Les 2044 spéciales, c'est une 2044 plus développée, avec plus de lignes, donc elle permet notamment aux personnes qui sont encore sous dispositif Borloo. Vous pouvez vous retrouver encore avec des gens qui ont une loi Périsol à l'époque, puisqu'il y a encore quelques personnes sous Périsol, des personnes qui sont sous CELI intermédiaire, des personnes qui sont sous monuments historiques, des personnes qui sont sous démembrement.
ces personnes-là ont l'obligation d'avoir une 2044 spéciale, sinon elles ne peuvent pas faire leur déclaration. Autre formulaire attaché à cette déclaration pour des investisseurs notamment qui font de l'investissement type Pinel, ce qu'on a vu du flow ou cellier intermédiaire cellier. Lorsqu'il s'agit d'investir ou de réinvestir, pardon, de se réengager, par exemple un dispositif Pinel, je peux m'engager sur 9 ans et me réengager sur 3 années supplémentaires, je vais devoir remplir également un 2044 EB, c'est l'engagement du bailleur. Donc ça, c'est pour les revenus fonciers. Pour les BIC, pour nos investisseurs qui font du loueur en meublé non professionnel classique, du loueur en meublé professionnel ou du boulevard Sancy, eh bien, on est sous un autre élément. Donc là, il s'agit d'une liasse fiscale à remplir et qui est remplie en amont par un cabinet fiscal. Donc là, sur les BIC en meublé, c'est la 2031. Cette déclaration qui est faite bien en amont, puisqu'elle est faite au mois de mars-avril, elle est faite avant la déclaration des revenus. Le résultat de cette déclaration est à reporter sur ma déclaration des revenus. Et là, elle se trouve en 2042 C Pro. Où là, on va avoir donc des formulaires spécifiques pour les gens qui sont sous dispositif BIC, BNC. Autre point important, donc au niveau de mes déclarations, donc un autre sujet qui va concerner les investisseurs, les réductions d'impôts et les crédits d'impôt. Vous avez là les dispositions RICI. Alors oui, les dispositions RICI, je vous en prie. Alors, les réductions et crédits d'impôt là, vont concerner les investissements dans le cadre de Pinel, notamment de personnes qui sont sous dispositif Boulevard Sancy, sous dispositif du flot, sous dispositif cellier intermédiaire. Les investissements également à déclarer qui concernent l'IFI, donc l'impôt sur la fortune immobilière, je vous rappelle, ça concerne des gens qui sont en fait au-delà d'1,3 million de patrimoine. Voilà, donc ça, c'est pour les éléments principaux de nos investisseurs. Et puis, vous pouvez avoir des investissements également outre-mer. Et là, on a des CERFA spécifiques. Donc ça, c'était assez compliqué jusqu'à maintenant, il y a quelques années, puisqu'on avait affaire là à des formulaires papier. Aujourd'hui, ce qui est top sur notre impôt.gouv.fr, c'est que sans connaître spécifiquement les numéros de CERFA, on a les intitulés qui nous permettent de retrouver les formulaires à sortir sous impôt.gouv.fr. Un petit mot pour vous aussi en rappel, vous savez que les investissements que l'on peut faire à nos clients sont sous plafonnement global des niches fiscales. Donc, il ne faut jamais oublier que le plafond maximum, c'est 10 000 €, sauf pour certains investissements qui ont été démarrés, engagés avant 2012, enfin en 2012 avant 2013, où là, on peut avoir des plafonds plus élevés. Alors, une chose importante pour vous, c'est de se rappeler comment fonctionnent nos investissements. Donc, j'ai pris un exemple, par exemple, si je fais une Pinel, une Boulevard Sancy. Imaginons, vous savez qu'avec cette histoire de décalage, gros avantage, c'est que le prélèvement à la source, aujourd'hui, je peux modifier année par année mes revenus, mais pas les réductions et les crédits d'impôt, sauf certains. Donc, réduction et crédit d'impôt, or, là, on parlera de l'emploi à domicile notamment, l'emploi à domicile qui permet de récupérer son impôt tout de suite. Lorsqu'il va s'agir de réduction d'impôt et de crédit d'impôt pour l'essentiel, on a un décalage d'1 an. Pour regarder, en fait, imaginez que je fais un investissement qui a été livré, par exemple, sur un dispositif réduction d'impôt en 2022, avec une date d'achèvement des travaux, bien sûr, en 2022. Donc, ce qui veut dire que mon client bénéficie ou la personne bénéficie d'une réduction d'impôt en 2022. Sauf que l'administration fiscale ne connaît pas la situation du contribuable avant le mois de mai 2023. Donc, qu'est-ce qui arrive? En mois de janvier, il n'y a rien qui se passe. Je fais ma déclaration au mois de mai de cette année et au mois de juillet, l'administration fiscale va identifier que nous sommes sous un dispositif d'une loi Pinel et donc l'administration fiscale va me rembourser à ce moment-là la réduction d'impôt prévue. Donc, on a un décalage de quelques mois par rapport au prélèvement à la source. Je vous rappelle que le prélèvement à la source, on peut uniquement modifier le prélèvement à la source pour les revenus. Les réductions d'impôt, on ne modifie pas. On ne peut pas modifier la taxation. Donc, on a un prélèvement à la source qui est fait chaque année en totalité. Par contre, on a des réductions d'impôt à côté qui peuvent se greffer. Mais ce sont deux modes de fonctionnement complètement compartimentés. Donc, réduction d'impôt,
pas de possibilité d'agir contrairement à mes revenus. J'ai une évolution de revenus, je peux utiliser le prélèvement à la source, j'ai une réduction d'impôt, je ne peux pas. Donc j'ai un décalage en réduction d'impôt d'un an et je n'ai pas de décalage spécifique lorsque je suis en revenu. Je peux prendre l'exemple, si vous voulez, quand vous faites un investissement, par exemple en déficit foncier ou en monument historique, où vous avez en fait, vous allez modifier les revenus. Cette modification, on peut la retrouver sur le prélèvement à la source qu'on a vu juste avant. Un investissement, par exemple, type Pinel en réduction d'impôt, type Malraux, je ne peux pas. J'ai donc ce décalage de quelques mois où je déclare en mai et je récupère la première année ma réduction d'impôt au mois de juillet. Que se passe-t-il ensuite? À partir de la deuxième année, donc cette année, je fais ma déclaration de mon investissement Pinel livré l'année dernière. À partir de l'année prochaine, je vais commencer à percevoir mon avance de réduction d'impôt de 60% de cette réduction d'impôt. Donc, en mai 2024, je vais refaire ma déclaration. L'administration fiscale verra que je suis toujours, par exemple, sous dispositif Pinel. Et dans ce cadre-là, je bénéficierai des 40% restants que l'on récupérera en juillet ou qui viendront en déduction en fonction des calculs qui ont été faits par l'administration fiscale, qui viendront en déduction après de l'imposition. Voilà. Si jamais, par exemple, sur mon avance, on avait surestimé mon avance en janvier pour une raison ou pour une autre, notamment que finalement j'arrête un dispositif, eh bien dans ce cas-là, il faudrait restituer son avance au mois de septembre. Bon, dernier petits éléments sur l'avance, ça ne concerne pas tous les dispositifs, mais ça concerne pour l'essentiel un certain nombre de réductions d'impôts. L'emploi à domicile aujourd'hui, au même titre que certains investissements sur les établissements médicalisés, peuvent bénéficier du crédit d'impôt tout de suite. Donc là, on a une modification qui s'est opérée et qui permet aujourd'hui de ne plus attendre le décalage de quelques mois ou d'un an. Là, il y a un tableau récapitulatif pour expliquer un petit peu tout ça avec les articles de loi. Voilà pour ces dispositifs. Bon, c'est un peu rapide, mais si effectivement vous avez des questions, ce que je vous propose, c'est de commencer à les noter ou à les envoyer. Et sinon, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un exemple des déclarations de revenus quand on fait un investissement, par exemple, locatif, entre guillemets, classique, mais où je dois déclarer mes loyers. Alors, on va se remettre sous un environnement impôt.gouv, donc déclaration des revenus fonciers. Donc, juste pour vous rappeler, on a un certain nombre d'éléments à valider, donc tous les éléments qui concernent ma situation initiale. Une fois que j'ai validé l'ensemble de mes éléments de la situation initiale, je vais rentrer donc sous la configuration des déclarations des revenus et des déductions ou des déclarations de charges. Donc, nous voici sur l'impôt.gouv ici, et deux sujets. C'est qu'il ne faut pas oublier que vos déclarations de revenus, les éléments principaux, on va les retrouver en scrollant donc sur l'écran, c'est un petit peu plus bas que cela, mais tout en haut donc de cet écran, on a bien les déclarations annexes. Quelques éléments concernent les déclarations annexes et notamment les revenus fonciers. Donc, lorsque je fais un investissement locatif en revenus fonciers et que je ne suis pas au micro-foncier, faire donc ma déclaration. Et pour cela, je vais cliquer sur annexe et je vais devoir donc soit cocher déclaration spéciale des revenus fonciers, si je suis sous un dispositif spécifique que l'on a vu tout à l'heure, soit une déclaration de revenus classique. Et je peux potentiellement aussi avoir à cocher une autre case, souvent quand on a des investisseurs, soit des personnes qui ont fait une Pinel, par exemple en Bretagne, on voit une 2041 PB. Lorsqu'il s'agit en fait d'investissements locatifs type Pinel, par exemple, j'aurai, et sur la première année, la nécessité en fait de déclarer un engagement. Donc ma 2044 B est à cocher également ici. Si je ne les coche pas là, je ne les retrouve pas après. Voilà, donc j'ai bien déclaré mes annexes, donc je vais scroller, je vais descendre sur mon écran et on va identifier les revenus. Et qu'est-ce que je trouve ici? Eh bien, j'ai un certain nombre d'éléments qui peuvent déjà être précochés. Normalement, si j'ai bien coché ma 2044, la case revenus fonciers est donc cochée. Si j'avais à déclarer des locations meublées non professionnelles, eh bien, il y a une case qui s'appelle revenus des locations meublées non professionnelles. Donc, il ne faut pas oublier au démarrage de cocher
les cases qui nous correspondent, puisqu'autrement, on va se retrouver à un investissement, à faire une déclaration sans les formulaires. Donc, ça n'est pas grave, je peux toujours revenir en arrière, mais en fonction de ce que je coche ici, je retrouverai les formulaires après. Si j'ai des réductions d'impôts, si je fais des investissements avec des dispositifs type Pinel de Normandie, si je fais des investissements type Cellier, type Bouvard, eh bien, on a à cocher, bien sûr, cette case, ici, c'est marqué. Et lorsqu'on fait, par exemple, le dispositif Malraux, eh on cochera la case qui est juste au-dessus. Donc, une fois que j'ai coché ces éléments-là, je peux avoir aussi un impôt sur la fortune immobilière à cocher en bas de mon écran ici. Dans la mesure où j'ai coché ces éléments-là, je vais donc me retrouver sur la phase déclarative. Et ici, on va donc retrouver en annexe ce qu'on avait coché tout à l'heure. Donc, par exemple, une 2044 spéciale, et puis j'ai pu cocher une 2044B, donc pour l'engagement du bailleur. Donc, si on prend les 2044 spéciales, il y a des points de vigilance à avoir. Il se trouve que quand vous changez, par exemple, de 2044 à 2044 spécial d'une année sur l'autre, puisque beaucoup de gens souvent cochent spécial, ils n'en ont pas besoin, pour autant, je peux avoir à changer d'une année sur l'autre 2044 spécial. Il est possible que n'apparaissent pas vos biens immobiliers. Donc, dans ce cas-là, il faut que je mette le nombre de biens dont je suis propriétaire. Et en mettant le nombre de biens, normalement, les biens immobiliers remontent derrière, les différents formulaires réapparaissent. Il y a très peu de cas de figure où il faut tout ressaisir. Si on n'est pas sous ce principe-là, on va plutôt se retrouver en fait sous un écran qui peut ressembler à ça. C'est-à-dire que là, on va retrouver bien l'adresse. Si mon bien a bien été reporté, on va retrouver l'adresse de mon investissement. Et ne pas oublier une petite chose, c'est cliquer sur report, puisque report activé va me permettre de mettre le résultat de ma déclaration des revenus fonciers sur ma déclaration des revenus. Si je ne reporte pas ces éléments-là, il faudra que je le fasse de manière manuelle. Voilà, donc mon bien est ici, je le trouve. Donc j'ai la possibilité, là je suis sous un dispositif, sous environnement 2044 spécial. C'est pour ça qu'on va y retrouver Borloo, Cellier intermédiaire, par exemple, Périsol. Donc toujours bien indiquer l'adresse de son bien, la date d'acquisition, on trouve toujours ces éléments-là, le nom du locataire s'il est en location, si je suis en train de faire des travaux dans mon logement, que je n'ai pas de locataire, je ne mets pas de nom de locataire, et le nombre de locaux, c'est peut-être un, ou je peux très bien être propriétaire d'un immeuble qui a 4 logements, je n'ai pas l'obligation de déclarer logement par logement, je peux déclarer par immeuble. Voilà. Et point important pour vous, sur cette déclaration, point de vigilance, donc les loyers encaissés, alors sont les loyers bruts, et ensuite on pourra enlever les charges éventuelles, notamment les frais de gestion, ces éléments-là. Donc les loyers que j'ai perçus, avec le total qui se fait tout seul aujourd'hui, et ça c'est quand même particulièrement confortable. Et puis ensuite l'ensemble de mes charges, donc si j'ai des frais de gestion, je rappelle que par immeuble on a droit à déduire, par local, 20 €. Donc les 20 € correspondent pour vos investisseurs à leurs démarches qui peuvent être faites, c'est appeler le locataire, aller faire visiter ces points-là. Donc, ce sont des charges extrêmement faibles par rapport à la réalité si nous gérons nous-mêmes les biens. Ensuite, les primes d'assurance, vous allez retrouver et la propriétaire non occupant, par exemple l'assurance, au même titre que les assurances qui peuvent couvrir les investisseurs contre les risques locatifs. On pourrait y trouver des dépenses de réparation, d'entretien. Donc, quand on est en déficit foncier, c'est cette case qui est à renseigner. Par exemple, imaginons que je mets en place une cuisine. Je vous rappelle par contre que les travaux déductibles sont uniquement les travaux qui améliorent l'immeuble. Ce qui veut dire que, par exemple, une table et des chaises n'améliorent pas l'immeuble. Quand on parle de cuisine, il faut que ce soit des meubles attachés au sol et au mur. Au même titre qu'un aménagement de placard, certains aménagements peuvent être possibles si effectivement on parle d'éléments qui sont fixés au mur. Et puis vous avez également la taxe foncière, notamment à déduire, hors taxe d'enlèvement des ordures ménagères, bien sûr, s'il a été payé par le locataire. On nous demande toujours le détail, donc quand j'ai fait des travaux, je précise bien dans le cadre du détail la nature des travaux, l'adresse et puis le moment où j'ai payé avec les factures.
Autres éléments, donc là, ça concerne les immeubles classiques. Donc, on voit, vous voyez la ligne 228 qui correspond là aux déductions particulières, par exemple, des personnes qui sont sous Borloo ou sous CELI intermédiaire qui peuvent bénéficier d'un abattement de 30% sur les loyers. Vous avez la ligne 229 qui n'existe pas, par exemple, en déclaration de revenus classique non plus, comme la ligne précédente, concernant les amortissements. Donc là, pour les investisseurs qui sont, par exemple, sous Borloo. Et puis, provision pour charges sur l'année et celle du dessous, ce sont les charges donc, qui ont été provisionnées, payées et remboursées par le locataire. Voilà, donc l'ensemble de ces points-là se totalise tout seul, et ça, c'est très pratique. Et ensuite, on n'oublie pas la ligne 250. Je vous rappelle qu'on a dissocié la ligne 250 des autres lignes, tout simplement parce que la ligne 250 est considérée comme étant une charge financière, et les charges financières n'ont pas le même traitement fiscal que les charges classiques. Les charges financières ne peuvent gommer que des bénéfices fonciers existants. Donc, les intérêts d'emprunt ne peuvent pas se reporter sur le revenu global. Seules les charges classiques peuvent se reporter sur le revenu global. Et avec une petite précision, vous le savez certainement depuis quelques jours, en fait, le décret est sorti. Il y a également la possibilité, quand on est en revenu foncier, qu'on crée, en fait, qu'on a un déficit, c'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup plus de charges que de loyers. Les charges sont donc déductibles normalement à hauteur de 10 700 €, donc hors déficit dû aux intérêts d'emprunt. Et ce déficit est imputable sur le revenu global de manière doublée, puisque là, on peut passer à 21 400 € si j'ai effectué des travaux d'isolation, donc là, payés à partir du 1er janvier de cette année. Ça concernera donc les investissements l'année prochaine. Mais on double donc le plafond déductible du revenu global. Voilà pour ces points-là. Bon, là, on avait l'information, bien sûr, ça concernait les crédits. N'oublions pas que dans les crédits, vous savez, on déduit les intérêts d'emprunt, on déduit l'assurance du prêt, et nous allons également pouvoir déduire les intérêts intercalaires, bien sûr. Un petit rappel quand même, quand je fais un investissement sur de la VFA, c'est-à-dire que mon bien n'est pas livré sur une année, je déclare quand même mes intérêts d'emprunt l'année où j'ai payé. La déclaration des revenus fonciers, c'est une déclaration de comptabilité d'encaissement. Donc, lorsque je reçois, je déclare. Lorsque je paye, je déduis. Donc, une année où mon bien n'est pas encore livré, je vais quand même devoir faire une déclaration de revenus fonciers, au moins pour déduire les intérêts d'emprunt, les intérêts intercalaires, l'assurance, et si c'est l'année où j'ai acté, également les frais de garantie de prêt, donc qui peuvent être une hypothèque ou la partie caution qui n'est pas récupérable à la fin, au même titre que les frais inhérents à la banque, frais de dossier bancaire. Voilà pour ces quelques petits éléments-là. Donc, va en ressortir directement déficit ou bénéfice. Alors, auparavant, on a aussi un autre point de vigilance pour vous. Vous savez, la déclaration des revenus fonciers, il est possible qu'une personne ait fait constater des déficits antérieurs. Il faut faire attention à ne pas les perdre d'une année sur l'autre, parce que parfois, sous le formulaire 2044, vous avez une déperdition des informations d'une année sur l'autre. Donc, soyez vigilants. Je vérifie l'année d'avant mes déficits antérieurement constatés, et je vérifie qu'ils ont bien été reportés, qu'ils ne sont pas perdus, parce que j'ai quand même 10 ans pour les utiliser, ce serait dommage de les perdre. Donc ça, c'est un point de vigilance très important, parce qu'il y a souvent des pertes de déduction à cet endroit-là. Résultat résultat revenu foncier, soit j'ai plus de loyers, plus de recettes que de charges, je suis en bénéfice, soit j'ai plus de charges que de recettes et je suis en déficit. Donc dans ce cadre-là, bon, il a été activé, normalement, je n'ai pas de souci, et le report va directement se faire sur ma déclaration des revenus en case, soit en bénéfice 4.4b, soit en déficit imputable sur le revenu global en 4.bc. Si c'est un déficit, notamment dû aux intérêts d'emprunt au-delà de 10 700, c'est un déficit reportable en 4.bb. Et si vous avez fait une déclaration 2044 spéciale, eh bien, on n'oublie pas aussi de cocher la 4BZ pour bien indiquer que nous avons fait une déclaration spéciale. Voilà pour, en rapide, quelques éléments sur cette déclaration. Donc, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Et puis, en attendant, je vais vous présenter peut-être en 2 mots Place to Learn et vous dire au revoir en cas de… si aucune question n'apparaît. Donc, juste quelques mots. Donc, je travaille pour
la société Place to Learn qui est spécialisée dans la formation professionnelle, notamment des professionnels de la gestion du patrimoine. Sur les 4 grands métiers, alors on a la gestion du patrimoine, l'immobilier, et puis l'efficacité commerciale dans ces domaines-là, et puis 2 grands domaines de prédilection aussi, c'est le management et le marketing, ainsi que la communication. Voilà. Donc, domaine assez vaste, et tout simplement, ne pas oublier que si vous avez des formations effectuées, on sera là pour vous accompagner, parce qu'on rentre sur des formations personnalisées, individualisées sur toute la France. Voilà, écoutez, est-ce qu'il y a des questions ? Écoutez, avec plaisir. Je vous souhaite une très bonne journée et puis à bientôt pour une future intervention.